Et je vais en profiter pour vous donner mon avis sur cette ville qui est Paris. Je la qualifierais exactement d'insupportablement magnifique. Le Doliprane, c'est terminé. C'est évidemment faux, ces personnes-là n'ont rien compris. L'IVG qui va être inscrit dans la Constitution, bon, on en a franchement rien à foutre. C'est un peu border d'en parler, tant pis. Écoutez, moi je prends le risque d'en parler aujourd'hui. Je vous engage à reprendre le contrôle de votre vie, à ce qu'une molécule ne soit pas supérieure à vos capacités de décision. Bienvenue dans Première Consultation, le podcast préféré des professionnels de la santé et des patients. Dans ce podcast, nous parlerons de pharmacie, santé et bien-être en général. Ce podcast sera composé de plusieurs rubriques qui reprendront le déroulé d'une consultation, de l'anamnèse à la prescription. Si vous êtes satisfait de votre première consultation avec votre docteur préféré, mettez 5 étoiles au podcast et visitez mon compte Instagram. Sortez votre carte vitale, bienvenue dans votre première consultation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Première Consultation. Première Consultation, le podcast préféré des patients et bien sûr des professionnels de santé. On va passer à peu près 1h30 ensemble à nouveau pour avoir du contenu intéressant en santé, mais surtout divertissant. Vous le savez, on rigole beaucoup tous ensemble à peu près chaque semaine où je vous apporte des news et des conseils santé, mais j'essaye d'apporter ma petite patte en rendant ça un petit peu rigolo, un petit peu amusant. Alors, au sommaire, aujourd'hui, on va revenir rapidement sur mes dernières actualités et vous verrez que j'ai passé le week-end dernier à la ville de Paris. La ville de Paris, bon, il y avait la finale du rugby, j'y suis allé pour ça. J'étais pas évidemment au Stade de France, mais bref, je vous parlerai de ça tout à l'heure et je vais en profiter pour vous donner mon avis sur cette ville qui est Paris et que je trouve... je la qualifierais exactement d'insupportablement magnifique. Voilà, je vais vous décrire mon avis sur Paris. Je vous en parle tout à l'heure dans la rubrique numéro 2, l'anamnèse. Ensuite, on va aussi parler d'actualités en santé. Et les actualités en ce moment, c'est quoi ? C'est l'IVG qui va être inscrit dans la Constitution. Je vais vous donner mon avis qui pourra être considéré un peu trash sur l'IVG. Et aussi, on va aussi parler de Sanofi qui abandonne sa branche de médicaments sans ordonnance, notamment le Doliprane. Ensuite, on va parler de conseils santé, on va parler surtout du mois sans tabac qui commence pour le mois de novembre. Donc je vais revenir... Je sais que ça va être pas agréable pour les personnes qui fument d'entendre un discours un peu moralisateur, mais je suis dans mon rôle de professionnel de santé de vous accompagner dans la gestion de votre consommation de tabac et je ne peux que vous encourager à arrêter. Donc n'hésitez pas à écouter cette rubrique, la rubrique prophylaxie numéro 6 où on va parler du coup des addictions et en particulier de l'addiction au tabac. Et enfin, la rubrique prescription, vous le savez, c'est la rubrique que vous n'appréciez pas spécialement parce que je vous mets au challenge à chaque fois. Dans la rubrique numéro 7, je vais du coup vous mettre au challenge. Je vais vous donner un challenge à réussir avant le prochain podcast. Vous le savez, ça arrive à chaque fois. Et vous verrez si vous arrivez à tenir au challenge de cette journée, la prescription dans la rubrique numéro 7. Eh bien écoutez, c'est parti, je n'ai rien de plus à dire. Si quelque chose, évidemment, quelques disclaimers avant que ça commence. Vous le savez que c'est un sondage, c'est un podcast qui est coopératif, c'est-à-dire que j'attends vos retours sur Instagram, où je publie des stories presque tous les jours. J'attends des réponses aux différents sondages, j'attends des réponses à mes stories, j'attends que vous me posiez des questions pour la rubrique FAQ aussi. Voilà. Et si vous ne prenez pas le temps de répondre à tout ça, au moins prenez le temps, ça prend 5 secondes, de mettre 5 étoiles au podcast sur Spotify, sur Apple Podcast, sur je sais pas quoi, mettez des pouces en l'air, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous écoutez sur YouTube, mais permettez-moi de remonter dans le classement, remonter dans l'algorithme en mettant 5 étoiles au podcast. Aussi, abonnez-vous à mon compte Instagram, première.consultation. N'oubliez pas que si vous me taguez en story, je vous repartage. Je sais pas, mettez-moi des jolis paysages. J'ai vu qu'il y a mademoiselle Éléonore qui m'a tagué dans sa story dernièrement en montrant qu'elle écoutait mon podcast dans l'avion. C'est voilà, le podcast a vécu sa première expérience en vol. Il a été écouté dans un vol Lyon-Budapest. Il a eu sa première expérience, son baptême de l'air. Merci beaucoup, mademoiselle Éléonore.
Donc je repartage toutes les personnes qui me taguent en story, qui m'aident un petit peu pour la visibilité, qui me font de la pub. Donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui prennent cette peine. Et dernière annonce, visitez absolument mon compte Tipeee. Vous le savez, ce podcast est 100% libre et indépendant de tout financement. Donc je dis absolument ce que je veux. Vous le verrez tout à l'heure dans la rubrique concernant les news de la semaine. Je peux dire absolument ce que je veux, notamment sur l'IVG, où j'ai un avis plutôt tranché et qui ne plaira certainement pas à tout le monde. Si j'étais financé par une quelconque plateforme qu'il soit, je ne pourrais pas faire ces blagues, je ne pourrais pas avoir des avis comme ça, je serais obligé de me censurer, de me restreindre dans mes propos, alors que là, je suis tout à fait libre et je dis absolument ce que je veux. Alors je vous demande tout simplement de me soutenir financièrement sur Tipeee. C'est absolument vital pour le podcast. Je passe beaucoup de temps à faire cette émission, je vous apporte du contenu de façon régulière, du contenu de qualité, du contenu qui vous fait rigoler à chaque fois. Alors n'hésitez pas, si j'ai pu vous apporter des informations qui ont pu vous plaire ou vous faire rigoler, à me rétribuer avec des dons sur mon compte Tipeee. C'est vraiment important pour que l'émission dure encore longtemps et que ça me motive à toujours avoir cette patte indépendante et libre de tout financement. Écoutez, c'est tout, pas plus d'annonces. On passe tout de suite à la rubrique numéro 1. C'est la rubrique où je vous parle de mes news. C'est la rubrique semaine de douzerie. La première actualité, eh bien, c'est que c'était quand mardi soir, c'était Halloween. C'était Halloween. Écoutez, moi, c'est une fête que j'apprécie plutôt parce que ça me fait un peu rigoler les déguisements quand je vois les bébés qui se baladent avec leur sac à bonbons, leur déguisement. C'est très mignon, c'est très mignon. Donc, j'apprécie beaucoup ça. Je dois dire qu'en tant qu'adulte, je n'ai jamais vraiment fêté ça. J'ai jamais fait de soirée déguisée pour Halloween, à vrai dire. De toute façon, les soirées déguisées, c'est pas vraiment mon truc. Et puis, ouais, c'est quand j'étais enfant, j'ai quelques souvenirs d'Halloween, même si c'était beaucoup moins la mode qu'aujourd'hui. J'ai un souvenir plutôt cocasse, mais j'étais vraiment, vraiment petit. J'étais avec mon frère et mon cousin. Je devais avoir 4 ans, 4-5 ans. Et du coup, mon frère et mon cousin avaient 8-9 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on est allé toquer aux rares voisins, parce qu'en fait à la campagne j'avais assez peu de voisins, donc pour la chasse aux bonbons à Halloween, c'était compliqué. C'était compliqué parce qu'il n'y avait pas beaucoup de voisins. Et donc on va toquer chez quelqu'un, et à l'époque c'était quoi, en 2001 je pense, et le mec nous donne 1 franc. Il nous dit j'ai pas de bonbons, mais tenez, je vous donne 1 franc. Vous irez vous acheter des bonbons. Évidemment, 1 franc, c'est quand même pas grand chose. Ça doit faire 15 centimes d'euros. Et il nous dit en plus, mais vous partagerez. Donc on s'est partagé 1 franc. C'est vraiment ridicule. Donc c'est un des rares souvenirs que j'ai de Halloween. Mais d'ailleurs, ça me fait appel à quelque chose, c'est que quand on était petit, on allait tout seul toquer aux portes des voisins, alors qu'aujourd'hui je vois les petits qui sont accompagnés de leurs parents. Preuve que la société a quand même bien changé, malheureusement. Donc qu'est-ce qui s'est passé cette année? C'est que moi je vis dans un endroit où les gens jouent quand même le jeu, ils mettent des bonbons pour les enfants, etc. Donc évidemment, moi j'ai aussi joué le jeu. Et je sais pas si vous le savez, peut-être pas, mais je vis avec une dentiste. Et du coup je me suis dit, qu'est-ce qui fait peur aux enfants? Évidemment, le dentiste. Donc j'ai mis un petit stand à bonbons devant ma porte, parce que les gens faisaient comme ça autour de moi, mes voisins faisaient ça. Moi je m'attendais à ce que les enfants toquent à la porte et ils me disent trick or tricks, ou comment on dit, les bonbons ou un sort. Mais en fait, visiblement, la mode ici, c'est plus de mettre les bonbons devant la porte, et les enfants se servent quand ils voient des bonbons. Bref, voilà, donc moi j'ai fait ça, j'ai fait un petit stand à bonbons devant ma porte, et j'ai mis une petite annonce en mode servez-vous, mais brossez vos dents. Brossez vos dents, parce que ici vit une dentiste. Et je me suis dit, les bébés, ils ont un peu peur du dentiste, donc peut-être que ça les motivera à se brosser les dents après avoir mangé des bonbons. Un petit peu de prévention en plein milieu de la fête, ça ne fait jamais de mal.
Donc voilà, et donc il y a plusieurs enfants qui se sont servis, c'était très très mignon, et puis en même temps, moi j'avais invité des copains qui sont passés à la maison, et on a fait le fameux plat d'Halloween qui est la tartiflette. Voilà, c'est la tartiflette d'Halloween. Vraiment rien à voir. Deuxième news, c'est que du coup le week-end dernier j'étais à Paris. Je vous en parlerai davantage dans la rubrique numéro 2 du coup, la rubrique anamnèse. Mais on était aussi à la finale du rugby, on voulait aller à la fan zone, mais malheureusement on n'y est pas allé parce qu'il pleuvait beaucoup trop. Donc on est allé à un bar plutôt connu, je crois que c'est une chaîne à Paris qui s'appelle Le Frog. Très bonne ambiance hein, pour un match de rugby, très bonne soirée, vraiment c'était vraiment très chouette. Bon, évidemment, je suis un peu dégoûté. Hein, dans le dernier podcast, je crois que j'annonçais le score contre l'Afrique du Sud. J'avais fait un petit pronostic qui annonçait une victoire pour la France. Évidemment, je suis pas sûr qu'il y ait besoin de préciser que j'ai planté mon pronostic parce que la France a perdu contre l'Afrique du Sud. Je vais pas faire le rageux, mais vraiment, on s'est fait voler. Mais du coup, les Sud-Africains se sont retrouvés en finale contre la Nouvelle-Zélande et ils ont gagné. Je suis un peu dégoûté, j'aurais préféré que la France gagne parce que c'était chez nous, parce qu'on a une super équipe, mais quand même, bravo à l'Afrique du Sud. C'est le jeu, hein, et félicitations, vous le méritez amplement. Donc voilà, très bonne ambiance au Frog, c'était une très belle expérience, très belle découverte, je ne connaissais pas ce bar et c'était vraiment très chouette. Sinon, à Paris, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On s'est promené d'abord au jardin d'acclimatation que je ne connaissais pas non plus. En fait, chaque fois que je vais à Paris, j'essaie de faire différentes activités que je n'ai jamais faites. Et donc là, cette fois, je suis allé au jardin d'acclimatation ou de l'acclimatation, je ne sais plus, avec la fondation Louis Vuitton. Donc, la fondation Louis Vuitton, je n'étais jamais allé. Très belle œuvre architecturale. Vraiment, c'est très réussi, je trouve. Et beaucoup mieux que. Ça me fait penser à un autre musée qui est à Lyon, le musée de la Confluence. Et je trouve que niveau architecture, la fondation Louis Vuitton est beaucoup mieux réussie que le musée de la Confluence qui est pour le coup, qui dénote un peu dans le paysage. C'est un petit peu le même style, mais là vraiment c'est beaucoup mieux réussi. Et donc oui, c'est un très beau musée de l'extérieur et de l'intérieur, c'est vraiment très très chouette. C'était donc l'exposition Rothko. Je ne connaissais pas ce peintre. Et je dois dire que je suis assez peu sensible à ce type d'art. Vous savez, c'est de l'art. J'y connais pas grand chose dans ce type d'art, mais c'est de l'art contemporain avec des tableaux unicolores ou des traits. Et je suis assez peu sensible. On va dire que je ne suis pas le public. En fait, j'essaye de m'y intéresser vraiment à chaque fois que je suis dans un musée, même si je ne connais pas totalement ce type d'art. J'essaie de m'y intéresser, j'essaie de trouver de la beauté, j'essaie de voir si on a pu représenter quelque chose, si les couleurs m'inspirent, si je préfère tel tableau ou un autre. Et vraiment, avec ce type d'art en particulier, j'ai quand même un peu du mal. J'ai un peu du mal à... Il y a des tableaux que je trouve jolis, par rapport à d'autres que je trouve moins jolis ou moins inspirants. Mais au-delà de ça, je peux pas dire que je sois très inspiré par ce type d'art et que je préférerais toujours des choses un peu plus complexes. Je vais utiliser le mot complexe. Donc, exposition Rothko, très sympa pour ceux qui sont sensibles à ce type d'art, mais pour ma part, ce n'est pas le cas. Mais très belle découverte, quand même, la Fondation Louis Vuitton, très bel endroit, très très beau musée. Ensuite, on a fait un autre musée, c'est le musée Grévin, parce qu'il pleuvait, donc on n'a pas pu faire grand-chose à l'extérieur, donc on s'est fait des musées, et le musée Grévin, et ben c'était une première fois. J'ai jamais été, j'avais peur que ce soit un peu plus pour les enfants, pour un public assez jeune, que ce soit un peu, je sais pas. Mais en fait, très 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 bel endroit, très stylé. C'est un travail monstrueux. Il y a des statues qui sont franchement impressionnantes dans le travail de la peau, des poils, je sais pas, des attitudes des personnages. C'est franchement troublant parfois. Tu te sens un peu gêné de regarder les statues dans les yeux. Comme si, je sais pas, tu te sens un peu bouleversé quand tu les regardes.
Vraiment un travail impressionnant. Dans les pores de la peau, c'est franchement un travail de fou. Un peu dommage qu'on ne voit pas plus la façon de travailler en fait des statues. Il y a juste une vidéo à l'entrée quand on fait la queue où on voit comment ils ont conçu la statue de Maître Gims, mais qui est par ailleurs très bien faite. Mais, et d'ailleurs, pour le coup, j'ai regardé sous les lunettes, parce que je voulais voir ses yeux. Et il a les yeux fermés sous les lunettes, je vous le confirme. On ne voit pas ses yeux, malheureusement. Et donc, oui, très, très dommage qu'on ne puisse pas voir plus le travail des artistes, parce que c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'aurait beaucoup, beaucoup intéressé. Qui c'est que j'ai vu? J'ai vu Mimi Mati, j'ai vu John Lennon, j'ai vu énormément d'acteurs, George Clooney, Brad Pitt, DiCaprio, j'ai vu le Squeeze, évidemment, le Squeezie, mon homonyme. Dans le premier podcast, je disais que j'étais le Squeezie de la pharmacie, donc j'ai vu mon homonyme et collègue Squeezie. J'ai vu Cara Delevingne, j'ai vu je sais pas, il y en a tellement, Mbappé, qui est pas très bien fait. Ah oui, j'ai vu The Rock qui a fait un peu scandale, parce que c'est une statue. Moi, j'étais pas au courant quand je suis rentré dans le musée, mais la statue a fait un peu scandale, et en fait, c'est une nouvelle statue. Et l'acteur, il a été identifié dans un poste du musée Grévin, j'imagine, qui lui a dit hey, salut, on a fait une statue de toi. Et il n'était pas content du tout, parce que The Rock, Dwayne Johnson, c'est un acteur qui a une peau marron, pas black, mais je sais pas s'il est métis, mais en tout cas, il n'a pas une peau blanche. Et en l'occurrence, ça lui a pas plu parce que le musée Grévin l'a fait beaucoup trop blanc. Je crois que c'est ça l'histoire. À vrai dire, je m'y suis assez peu intéressé, mais c'est une statue qui a fait un peu sensation dernièrement. Et je crois qu'elle a été retravaillée du coup pour essayer de lui rendre une peau un peu plus réelle, j'ai envie de dire. Et j'espère que la statue plaît davantage à Mr. Dwayne Johnson. Et du coup, au musée Grévin, oh là là, à un moment, vous savez, vous passez de statue en statue, vous envoyez, je sais pas, 50, 100, je sais même pas combien il y en aurait, mais plus de 100, je pense. Et il y a un moment, il y a un comédien, ce salopard. Vraiment, ça m'a fait peur, parce que je regarde la statue, et il cligne des yeux. Oh le salaud. C'était un vrai mec qui était payé du coup pour faire la fausse statue au milieu des vrais. Mais vraiment c'était... Oh, ah oui, ça faisait peur pour le coup. Ça faisait peur. Sacré métier d'ailleurs de rester sans rien faire. Le type payé à faire la fausse statue. Chapeau, hein, chapeau, c'est plutôt stylé. Sinon, on a fait quoi d'autre? On a visité le Grand Rex, les coulisses du Grand Rex aussi, très 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 stylé, très bel endroit. Je vous le recommande parce qu'il y a une animation à la fin qui est vraiment grandiose où ils font ils font un film de nous et donc c'est vraiment très très sympa. Donc je recommande ça. Et dernière activité du week-end, on a été dans un bar à jeux qui s'appelle Le Nid. Le Nid, je sais plus où c'est à Paris, mais vraiment très sympa comme bar à jeux. Et si vous passez par là-bas, si vous êtes parisien, allez voir dedans, passez dans les toilettes, parce qu'il y a un tableau avec des craies, et vous verrez que j'ai laissé une petite dédicace dans le bar à jeux, où j'ai fait une petite dédicace, j'ai mis podcast première consultation sur Spotify, j'ai laissé une petite annonce comme ça, allez voir ça, j'ai laissé ça, et ce serait très cool s'il y a des gens qui pouvaient m'envoyer la photo, qui pouvaient me taguer en story en me mettant « Hey, première consultation, je t'ai retrouvé à Paris », ce serait vraiment très stylé de retrouver ça, j'espère qu'ils n'ont pas effacé mon mot. Ça me rappelle d'ailleurs une histoire où j'ai fait exactement la même chose dans un bar à Lyon qui s'appelle le MKB, sur la presqu'île dans Lyon 2 vers Cordeliers. S'il y a des Lyonnais qui passent par là-bas, allez voir ma dédicace dans les toilettes du MKB. Je reçois très très fréquemment des gens qui m'envoient la photo. Salut, j'ai croisé ton... Parce qu'en fait j'avais mis sur le tableau abonnez-vous à Douzerie, un truc comme ça. Et il y a plein de gens, mais vraiment peut-être une fois par mois, je reçois un message qui me dit hey, salut, j'ai vu ton mot sur... dans les toilettes du MKB. Et c'est vraiment très marrant parce que ça fait, allez, peut-être 3 ans que j'ai mis ce mot et c'est à chaque fois assez rigolo de voir qu'ils ont laissé mon mot
Et ouais, c'est plutôt rigolo. Et j'apprécie à chaque fois de recevoir des messages dans ce genre. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait pour mon week-end à Paris. Et tout de suite, je vais vous donner mon avis sur la ville de Paris. Vous savez que Paris, c'est une ville magnifique, mais une ville qui est aussi peuplée de Parisiens qui ont une réputation un petit peu ambivalente, j'ai envie de dire. Et donc, je vais vous donner mon avis sur la ville de Paris dans la rubrique numéro 2, la rubrique Anamnèse. C'est parti. Dans l'introduction, je vous ai dit que je trouvais cette ville absolument insupportablement magnifique. Et je crois que ça veut tout dire. Paris est une très 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 belle ville, peut-être une des plus belles villes du monde, si ce n'est la plus belle. Vraiment, je crois que la plupart des gens dans le monde rêvent d'aller à Paris, et je vais vous dire tout à l'heure pourquoi. Je ne sais pas s'il y a une ville aussi chargée d'histoire, avec une architecture aussi belle, avec des palaces, des châteaux. Je pense évidemment au château de Versailles, hein, que le monde entier nous envie. Rendez-vous compte de la chance que vous avez d'avoir le château de Versailles en France, d'avoir la Tour Eiffel, d'avoir la merveilleuse Notre-Dame de Paris, d'avoir le Sacré-Cœur, d'avoir le musée du Louvre avec toutes les plus belles œuvres du monde, d'avoir la Sainte-Chapelle. Mais rendez-vous compte de tout ce que ça représente pour les chrétiens, au niveau histoire de l'Europe et de la France, au niveau le monde entier nous envie tout ça. Rendez-vous compte de ce qu'on a en France. Et je pense qu'au-delà que Paris soit la plus belle ville du monde, je pense que la France est le plus beau pays du monde. La France, c'est un pays où tu as à la fois l'océan, la mer, les montagnes, tu as une gastronomie de fou. Je sais pas, rendez-vous compte que quand tu parles d'un plat à l'étranger, tu vas parler en Espagne de la paella, aux États-Unis, je sais pas, tu vas parler du hamburger, tu vas parler des hot dogs, en Italie, de la pizza, des pâtes, du tiramisu. Il y a beaucoup de plats évidemment en Italie, mais en France, tu as une variété, une puissance dans la gastronomie. C'est impressionnant le nombre de plats. Je prendrai tout un podcast pour les lister évidemment. C'est impressionnant tout ce qu'on sait faire en France. Et en France, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Donc je vous encourage déjà, avant de visiter l'étranger, de visiter la France, qui est vraiment un pays somptueux où il y a tout. Comme on dit, la nature l'a fait belle, mais l'histoire l'a fait grande. C'est une citation que j'aime beaucoup au sujet de la France. Bref, pourquoi Paris, pour moi, est une ville insupportablement magnifique ? Eh bien, souvent on va entendre « Ouais, mais Paris c'est formidable parce que Paris, t'as tout ». Oui, enfin, moi aussi, dans ma ville où il y a 8000 habitants, j'ai absolument tout. J'ai, j'ai un garagiste, j'ai un coiffeur, j'ai un supermarché, j'ai un caviste, j'ai XY. Ici aussi, j'ai tout, je ne manque de rien. C'est pas ça qui fait que Paris a ce charme. En fait, Paris, bon, moi je ne connais pas très très bien Paris, je n'y ai jamais vécu, je connais ça surtout en touriste, je connais finalement assez bien tout ce qui est tourisme à Paris, mais je n'apprécierais pas d'y vivre tous les jours parce que je trouve que cette ville est absolument anxiogène. Mais en tant que Paris, voilà, plusieurs fois par an, 3-4 fois par an, j'aime beaucoup y aller. C'est à 2 heures de Lyon, donc c'est super rapide, c'est comme si je prenais le métro pour venir chez vous. Franchement, c'est un truc de ouf de pouvoir venir à Paris en 2 heures depuis Lyon. Ça se fait super rapidement. Donc voici pour moi, d'abord pourquoi Paris est une ville incroyable, et ensuite pourquoi pour moi c'est une des pires villes où il faut habiter. Et bien comme je le disais juste avant, c'est pour sa richesse culturelle, pour son histoire riche, pour son architecture des rues. Moi je suis un fan d'architecture et je suis en extase quand je suis à Paris, comparé à n'importe quelle ville ailleurs en France. L'architecture à Paris est franchement incroyable. Il y a des rues parfois, comme la rue de la République à Lyon, qui est jolie. Il y a, je connais assez mal le nom des autres rues dans d'autres villes, mais il y a des rues comme ça qui sont sympas dans certaines villes. Mais à Paris, c'est la ville entière où les façades d'immeubles sont incroyables, sont vraiment super jolies. Donc voilà, puis après tu as d'autres monuments, je les ai listés tout à l'heure, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, Notre-Dame, le Sacré-Cœur. Voilà, c'est chaque bâtiment, chaque monument comme ça a son histoire. C'est une ville qui est vraiment
imprégné d'histoire. Et puis à côté de ça, il y a d'autres musées qui ont leur renommée, le Louvre, le musée d'Orsay, Pompidou, qui est un petit peu moins joli. Et puis aussi, ce que j'aime beaucoup à Paris, c'est le charme des quartiers. Il y a chaque quartier, tu as une expérience unique, il y a un caractère distinct dans chaque quartier. Je sais pas, quand tu vas passer à Montmartre avec les petits magasins, les trucs à touristes, après tu passes au Marais, le quartier latin, vraiment chaque quartier a son petit charme et c'est vraiment très 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 appréciable et je trouve qu'on trouve beaucoup moins enfin je veux dire il y a moins de quartiers dans les autres villes et on trouve forcément moins ce changement d'atmosphère en fonction des quartiers. Il y a évidemment le Vieux Lyon à Lyon, il y a quoi d'autre? Il y a la Tête d'Or, voilà, mais il y a moins ce changement d'ambiance en fonction des quartiers. Ce que j'aime beaucoup à Paris, c'est les jardins et les parcs. Voilà, à Lyon, comme je le disais, on a un seul grand parc, deux si on prend le parc de Paris, le parc vers la Confluence, le parc de la Tête d'Or, mais franchement, les parcs à Paris, c'est somptueux. On peut compter les Tuileries, le Luxembourg, le Palais Royal, le jardin de... Putain, comme j'en parlais tout à l'heure sur le LVMH, c'est l'acclimatation, le jardin de l'acclimatation. Je peux mettre aussi le Champ de Mars par exemple, c'est franchement impressionnant. La qualité des parcs est incroyable. Et puis au-delà de ça, voilà, la vie culturelle à Paris, tu ne t'ennuies jamais. Tu veux aller voir du stand-up, tu vas voir du stand-up. Tu veux aller à un musée, tu y vas. Tu veux faire une exposition, une galerie d'art, tu veux faire les boutiques, tu peux faire ce que tu veux. Il y a des événements culturels en abondance. Tu ne t'ennuieras jamais, tu ne tourneras jamais en rond. Alors que dans les autres villes, eh bien, je trouve qu'il y a plus cette tendance à au bout d'un moment, tu as fait le tour de la ville, tu as fait le tour des musées, des places à visiter, des monuments à faire, tu as fait le tour, alors qu'à Paris, j'ai l'impression que tu ne t'ennuies jamais. Après, c'est peut-être parce que je suis un touriste, si tu habites tous les jours à Paris, peut-être que tu fais le tour aussi, mais bon, j'ai aussi l'impression que les Parisiens sont ceux qui visitent le moins Paris, donc je sais pas trop, mais j'ai un peu cette impression que tu ne t'ennuies jamais. Et puis au-delà de ça, dernière remarque, c'est que je trouve que les gens sont plus stylés que la moyenne dans les autres villes. Je trouve que les gens font beaucoup plus attention à comment ils sont habillés. Je trouve que les femmes à Paris sont magnifiques, qu'elles s'apprêtent énormément et que ça leur donne un charme fou. Comparé aux autres villes où, je ne veux pas dire qu'elles sont immondes dans les autres villes, mais je trouve qu'à Paris, il y a vraiment un effort vestimentaire, un effort de la coquetterie, l'apprêtement. Je ne sais pas si ça existe, apprêtement comme mot. Pas du tout. Si, ça existe. Oui, ça existe. L'apprêtement, voilà, les gens sont beaucoup mieux habillés et font vraiment beaucoup plus attention à leur apparence que dans les autres villes. Voilà, je trouve que les gens sont très stylés. Maintenant que j'ai fait l'éloge de Paris, je vais vous dire pourquoi aussi pour moi c'est la pire ville de France où il faut habiter en tant qu'adulte ou en tant qu'étudiant. Je vais vous dire ça. Ben, premièrement, évidemment, je vais rien vous apprendre, mais c'est pour le coût de la vie. Hein, le logement, c'est absolument démentiel. Vous savez que moi, j'ai acheté mon appartement dernièrement et j'ai regardé. Pour le même prix, j'aurais eu 3 fois moins de surface si j'avais acheté à Paris. Franchement, c'est abusé. Moi, je deviens fou si je vis dans un espace aussi confiné. Voilà, le coût de la vie, à la fois le logement, la nourriture, les restaurants, tout coûte assez cher en fait. Aussi, les musées sont chers, enfin, tout coûte assez cher aussi. À côté de ça, il y a le manque de courtoisie qui est assez remarquable dans l'attitude des Parisiens, mais je remets ça sur le fait qu'il y ait énormément de touristes en permanence, donc forcément ils doivent être un peu énervés. Je comprends que moi quand il y a des touristes à Lyon ça me saoule aussi, donc eux c'est x10, donc je comprends que c'est une vie qui est assez stressante, donc c'est pour ça qu'il peut y avoir une certaine aigreur dans l'atmosphère, une sorte de sociabilisation qui est assez difficile, où personne va se parler, on va pas dire bonjour à son caissier, on va pas parler à son boulanger, je sais pas. Je trouve qu'il y a ce manque de sociabilisation, d'attitude positive, d'ouverture vers les autres qui est assez complexe. Ouais. Au-delà de ça, je dois parler aussi des problèmes de sécurité. Je trouve que c'est
assez remarquable en fait. Je trouve que Paris, d'année en année, devient de moins en moins sécurité. On se sent de moins en moins en sécurité et qu'il y a de plus en plus de pauvreté. Ouais, c'est assez. Je remarque franchement la différence d'année en année que Paris est de plus en plus pauvre et de moins en moins sécure. Bref, c'est assez dommage et j'espère que la tendance s'inversera dans quelques années parce que c'est dommage pour une ville qui est aussi jolie de devenir aussi peu en sécurité. Pour les touristes notamment, c'est un peu dommage. Des personnes qui économisent pendant des années pour venir à Paris et qui tombent nez à nez à des personnes qui leur veulent du mal ou qui se font voler ou des faits de délinquance en tout genre. Bref, vous connaissez tout ça. Je trouve ça un peu dommage et j'espère que ça changera. Au-delà de ça, je trouve que Paris, c'est une ville vraiment, vraiment très, très, très sale. C'est sale dans la rue, où il y a des déchets. Il y a en fait une tendance que je remarque, par exemple au Champ de Mars, où il n'y a pas de poubelles. Et les poubelles, c'est en fait des énormes bennes comme on peut retrouver à la déchetterie. Et au lieu d'avoir plein de petites poubelles un peu stylées comme on faisait dans les années je sais pas, dans les années 50 où il y avait des poubelles qui étaient jolies et stylées, et bah là on va mettre une énorme benne de déchetterie au milieu du Champ de Mars qui est un endroit censé être stylé, et je trouve ça un peu dommage de polluer l'environnement visuel comme ça par des énormes bennes à déchets comme ça. Et au-delà des déchets qui sont dans les bennes, il y a aussi les déchets qui sont par terre, les rats, les odeurs dans le métro, les travaux. Il y a des travaux partout. Je comprends pas. Alors certes, c'est pour les JO l'an prochain. C'est pour, ça n'a rien à voir avec la propreté, mais franchement, je trouve que les travaux, ça gâche tout. Ça gâche tout. Il y a des bouchons, du coup, il y a beaucoup de voitures. Ah oui, ça c'est un autre problème. Il y a énormément de voitures à Paris, notamment autour de l'Arc de Triomphe, qui est un monument magnifique. Je trouve ça dommage, en fait, qui a été transformé en rond-point. C'est une aberration que ces monuments, qui rend gloire quand même aux soldats d'Austerlitz, si je ne me trompe pas, de l'avoir transformé simplement en rond-point, comme si c'était n'importe quel rond-point qu'on peut trouver dans les campagnes, avec un pot de fleurs dessus. Je trouve ça indigne de l'avoir transformé en rond-point. Voilà, oui, la propreté, les odeurs dans le métro. Moi, je douche. Ça me fait marrer parce que les Parisiens en général, ont tendance à dire ah ouais, la campagne, attends, ça pue la merde de vache, ça sent la campagne, machin. Sincèrement, je préfère 1000 fois sentir la bouse de vache que sentir les odeurs dans le métro. Je vous le dis, je préfère sentir des bousses de vache que les odeurs de crasse dans le métro. C'est quelque chose qui est absolument dégoûtant. Mais après tout, chacun son truc. Il y a des trucs que j'aime pas aussi à Paris, c'est que les gens passent leur temps à sortir dans les bars dès qu'ils n'ont rien à faire. Les gens sont en terrasse. Voilà, mais après ça rejoint certainement le fait qu'ils vivent dans 30 mètres carrés quand ils ont de la chance et quand ils ont un revenu assez sympa, parce que ça peut être beaucoup moins. Il y a des étudiants qui vivent dans 9-10 mètres carrés. C'est une catastrophe. Donc j'imagine qu'ils sortent énormément au bar, au restaurant pour pallier ce manque d'espace. Et en plus, c'est des bars souvent qui sont assez peu agréables. C'est des bars sur le trottoir. C'est des trucs que j'ai remarqué. C'est des bars sur le trottoir. Ça existe énormément à Paris. C'est-à-dire qu'il y a un bar qui est sa façade et il va installer des chaises devant sa façade et donc sur le trottoir où il y a des scooters qui vont passer à 60 à l'heure juste à côté. C'est vraiment pénible en fait d'avoir un bar comme ça où il y a des gens qui passent à côté de toi en voiture et en scooter. C'est assez peu agréable et c'est une spécificité quand même parisienne. À Lyon, il y a assez peu de bars comme ça qui ont des terrasses sur le trottoir. C'est assez peu fréquent alors qu'à Paris, c'est vraiment très 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 courant. Oui, moi je n'apprécie pas en fait devoir parler super fort parce qu'il y a des voitures qui passent à côté de moi. C'est pas quelque chose que j'apprécie. Au-delà de ça, encore 3 points, c'est que les gens adorent faire la queue. Les gens adorent faire la queue en permanence. La dernière fois, on était allé au Bouillon Chartier, il y a une queue de fou pour aller au restaurant.
C'est quand même incroyable de faire la queue pour aller au restaurant. Après, il y a des queues pour aller en boîte. Il y a la queue pour aller à je sais plus quelle pâtisserie, là, le Meurice. Il y a des salons de thé aussi, l'Angelina, où les gens font la queue. Évidemment, c'est des trucs à touristes, j'imagine, ça, donc il y a beaucoup de queues. Après, il y a la queue pour aller au musée, les queues pour les expos. Les gens passent énormément de temps à faire la queue. Et c'est impressionnant, donc, quand même, le temps que vous passez à faire la queue. Enfin, ouais, c'est quelque chose qui m'impressionne quand même. Et encore deux points, c'est que j'ai remarqué que tout était ouvert à minuit. Bon, ça c'est plutôt cool. Par exemple, tu peux acheter un croissant à minuit. Je sais pas si tu en as l'absolue nécessité d'acheter un croissant à minuit. On peut remettre ça en question. Mais par contre, tout est fermé à 8 heures du matin. Et ça, je comprends pas. Tu veux aller acheter un croissant à 8 heures du matin, et ben c'est beaucoup plus compliqué de le trouver que de le trouver à minuit. C'est quand même le monde à l'envers, quoi. Alors que bah, en province, comme vous diriez, euh, c'est l'inverse, quoi. Tu peux trouver des croissants à 6 heures à 6 heures du matin et pas à minuit. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai remarqué et que je trouve plutôt étrange et qui a tendance évidemment à m'exaspérer puisque moi je suis un lève-tôt, je me lève tôt et donc eh ben, l'autre fois je voulais mon croissant à 8 heures du matin et j'ai difficilement trouvé quelque chose. Donc effectivement les magasins ont tendance à ouvrir un petit peu plus tard, j'ai l'impression que dans les autres villes. Et la personne que je connais à Paris, Alexandre, si tu passes par là, je te salue, je te fais un petit coucou. Il m'a dit, bah oui, mais c'est parce que les gens habitent loin de Paris en général, et donc le temps qu'ils viennent, eh bien, ça ouvre plus tard. Peut-être que ça peut être une raison, je ne sais pas. Et dernier point sur pourquoi Paris est la pire ville du monde, eh bien, tout simplement parce que Paris est habité eh ben, par des Parisiens. Et les Parisiens sont régulièrement insupportables, arrogants, leurs petits accents, hein, comme ça, hein, c'est insupportable aussi, je sais pas, moi c'est quelque chose qui m'énerve. Les Parisiens, votre façon de faire, votre prétention systématique, votre nombrilisme en fait, le fait de savoir que, le fait de penser que vous savez tout sur tout, alors que vous avez énormément de choses à apprendre de la province, comme vous diriez. Ah oui, votre jargon de parisien aussi est absolument insupportable. Il faut que vous le sachiez, voilà. Et puis après, il y a tous les anglicismes qu'on peut vous attribuer, after work, un rooftop, etc. C'est insupportable. Il faut que vous le sachiez que changez votre jargon et vraiment on aura un meilleur a priori sur vous. Mais bah, y a d'autres trucs aussi, c'est que quand vous débarquez en Bretagne, à la montagne, à la campagne, et ben ça se voit, mes amis, parce que eh bien, parce que vous n'êtes pas dans votre élément, mais vous avez quand même le toupet de vous y croire. Hein, vraiment, quand vous arrivez à la campagne, vous vous prenez pour des fermiers. Hein, vraiment, vous allez vous essayer de donner des leçons aux campagnards sur leur façon de vivre. Et bah, c'est dommage. Hein, soyez des Parisiens ou soyez des campagnards, mais ne soyez pas les deux. Vraiment, c'est cette attitude qu'on vous reproche, c'est votre arrogance, tout simplement, votre prétention systématique. Voilà, je pense avoir fait la liste de vos petits défauts qu'on peut vous reprocher, mais vraiment, votre ville est magnifique. Je crois avoir fait le tour de la question de Paris. Paris, la plus belle ville du monde, oui, mais s'il y avait moins de Parisiens à Paris, ce serait un peu mieux. Moi, je ne pourrais pas vivre à Paris, je trouve que c'est une vie beaucoup trop stressante. Moi, j'ai besoin de beaucoup plus de calme, d'apaisement, de solitude, et je trouve que cette vie est assez peu en relation avec mes valeurs de solitude, d'apaisement, de sport, voilà, je sais pas, je me retrouve pas en fait dans cette ville. Et bah, si vous vous y retrouvez, tant mieux. Sinon, je ne peux que vous enjoindre à déménager dans une ville plus petite, comme Lyon par exemple, où il fait pour moi meilleur vivre, ou carrément à la campagne. Moi, c'est mon rêve plus tard de retourner à la campagne, avoir une petite maison, un grand jardin, et élever mes enfants directement à la campagne. C'est le but de ma vie, tout simplement. Donc oui, Paris, c'est pas pour moi, mais j'apprécie quand même y aller de façon régulière en tant que touriste, et vraiment, je trouve que cette ville est magnifique. C'est pour ça que, vous l'aurez compris, je qualifie cette ville d'insupportablement magnifique.
Et donc c'est tout pour cette rubrique numéro 2, la rubrique anamnèse où je vous partage mes expériences personnelles. Et cette fois-ci, c'était au sujet du coup de Paris. Mon avis sur Paris, je profitais de mon week-end à Paris pour vous parler de tout ça. Et j'espère que vous avez passé un agréable moment à écouter cette expérience personnelle. On va tout de suite passer à la rubrique numéro 3, la rubrique sémiologie, où on parle régulièrement des sujets d'actualité. Et donc c'est parti pour la rubrique numéro 3. La première actualité dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est l'actualité concernant Sanofi. Peut-être que vous en avez entendu parler. Sanofi abandonne sa filière sur les OTC. Donc les OTC, c'est quoi? C'est l'abréviation pour Over the Counter, ce qui veut dire par-dessus le comptoir. En fait, tout ce qui est à la pharmacie après le comptoir, eh bien, enfin, l'espace dont vous avez accès quand vous êtes patient, eh bien, c'est ces médicaments, ces médicaments qui sont sans ordonnance du coup. Et donc Sanofi abandonne la santé grand public, donc tous ces médicaments, pour se concentrer plus sur la recherche et développement pour les médicaments innovants. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les médicaments qui sont peut-être voués à disparaître? Eh bien, Sanofi a annoncé qu'il voulait se séparer des médicaments comme par exemple le Doliprane pour la douleur, le mucosolvant pour la toux, Allegra pour l'allergie, Novanui, qui est un médicament à base de mélatonine pour le sommeil. Bref, c'est un énorme changement qui n'est pas spécialement une nouvelle. C'est pas spécialement une nouvelle parce que Sanofi, en 2019, avait déjà créé une entité à part pour tous ces médicaments qu'il avait appelée Sanofi Santé Grand Public. Donc, on sentait un petit peu déjà qu'il y avait une volonté de se séparer de ces médicaments parce qu'à la base, tout était sous l'entité Sanofi et en 2019, ils ont créé une filiale exprès pour ces médicaments. Donc, à la base, ça avait déjà un petit peu interpellé. Pourquoi est-ce qu'ils font ça, du coup? Est-ce que c'est une question de business, du coup? Eh bien là, c'est confirmé. 2023, ils annoncent définitivement qu'ils vont céder cette filiale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? La plupart des articles n'ont évidemment rien compris. Les articles titrent en mode le Doliprane, c'est terminé. C'est évidemment faux. Ces personnes-là n'ont rien compris, n'ont aucune culture scientifique et légale. Ils ne savent même pas ce que c'est un projet de scission. Alors moi, je vais vous expliquer. Le projet de scission, ça veut dire que du coup, Sanofi décide de se séparer seulement de cette branche qu'il a créée en 2019, la branche grand public, santé grand public. Ils n'en veulent plus. Du coup, ils vont la céder à une société distincte du coup qui s'appelle Opella, O-P-E-2-L-A. Et donc, le Doliprane va donc appartenir plus à Sanofi Santé Grand Public, mais directement à la société qui s'appelle Opella, et qui sera libre, à la suite de cette scission, de choisir s'ils veulent garder ou non le Doliprane, par exemple. Mais je suppose qu'il y a assez peu de risques que le Doliprane disparaisse, puisque c'est un des médicaments, si ce n'est le médicament le plus prescrit. Donc j'imagine que il n'y a pas grand-chose qui va changer, si ce n'est du coup le nom du laboratoire sur la boîte du Doliprane. Donc voilà, donc ça a quand même fait un gros gros bouleversement, hein, parce que l'action Sanofi a baissé de 20% quand même. C'est-à-dire que le coût de l'action, ça doit être, je sais pas, 100 euros et il est passé à 80 euros. C'est franchement impressionnant. Une chute en bourse qui, en quelques heures, descend de 20%, c'est quand même vraiment considérable. Ah là là. Et du coup, moi, petite interrogation pour terminer cette news, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire non plus. Moi, j'attends de voir la suite des événements, mais pour le moment... Il y a eu beaucoup de bruit, mais il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est vrai que le Doliprane, c'est quand même un blockbuster de Sanofi, donc ça interroge. Mais au-delà de ça, moi je voudrais vous interroger sur d'abord le devenir des produits. Est-ce que vous pensez que Opella va continuer à exploiter ces produits, ou alors est-ce qu'il va les arrêter? Sur le devenir des salariés, sur les sites de production, parce qu'il y a quand même 13 sites de production dans le monde, dont 2 en France. Est-ce que ces personnes vont, malheureusement, est-ce qu'il y aura un plan économique? Est-ce que ça va aussi augmenter les ruptures? Parce que quand même le Doliprane est régulièrement source de rupture. Est-ce que Opella va pouvoir garantir l'approvisionnement sur le territoire français?
Ce sont différentes ouvertures pour lesquelles, pour le moment, je n'ai pas de réponse. J'espère que tout se passera pour le mieux, pour à la fois pour les produits, pour les salariés et pour les ruptures. Je souhaite beaucoup de réussite, évidemment, aux futurs propriétaires de ces produits Opel Lab. Et j'attends de voir, du coup, les résultats. On passe tout de suite à la deuxième actualité qui est l'inscription de l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse, dans la Constitution française. Je me base sur un article du Monde. Le 8 mars dernier, en 2023, du coup, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le président de la République Emmanuel Macron avait promis d'inscrire la liberté de recourir à l'avortement dans la Constitution. Donc ça, pour vous remettre un peu de contexte, ça faisait suite à, vous savez, aux États-Unis, ils avaient remis en question du coup le droit d'avorter sur tout le territoire. C'était la loi de mémoire Roe versus Wade qui était du coup annulée. Et donc en réponse à cela, Emmanuel Macron avait dit, eh ben moi je vais inscrire ça dans la Constitution directement pour pouvoir graver dans notre Constitution la liberté des femmes à recourir à l'IVG. Voilà. Et donc, en l'occurrence, ce projet de loi constitutionnelle va être envoyé au Conseil d'État. Et donc, en 2024, je cite M. Macron, « La liberté des femmes à recourir à l'IVG sera irréversible ». Et oui, parce que je ne sais pas si vous avez quelques notions en droit, mais la Constitution française est donc en droit français le texte suprême. En fait, l'organisation des textes de loi est pyramidale et donc les textes du dessous doivent toujours être en phase avec le texte du dessus. Et du coup, le texte le plus en haut de la pyramide, c'est le texte de la Constitution française qui donc dicte tous les autres. Et donc forcément, si l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, est inscrite directement dans la Constitution, ça veut dire que tous les textes d'en dessous doivent prendre en compte cette liberté constitutionnelle. Et donc, à la suite, dans quelques années, s'il y a des événements politiques qui souhaiteraient enlever ou supprimer ce droit, eh ben, ce serait vraiment beaucoup plus compliqué pour eux d'annuler ce droit, puisqu'il serait directement inscrit dans la Constitution, et donc porter atteinte au droit constitutionnel, c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué en France. Donc voilà, M. Macron veut sécuriser ce droit en l'inscrivant directement dans la Constitution. Alors, selon un sondage IFOP, 8 Français sur 10 seraient favorables à cette inscription dans la Constitution. Moi, j'ai envie de passer un message sur ce sujet que je trouve suffisamment grave pour qu'on puisse l'aborder dans ce podcast. Vous le savez, je suis professionnel de santé, mon rôle est de vous prévenir sur votre santé et je crois qu'il y a un gros tabou santé sur ce type de sujet. Alors je vais vous le dire très sincèrement aujourd'hui, je sais que c'est un sujet très touchy et que ça va faire grincer des dents parce qu'il y a pas mal de gens qui vont trouver que je déborde, que j'aborde un sujet sur lequel il y a vraiment trop de problématiques à prendre en compte et donc c'est un peu border d'en parler. Tant pis, écoutez, moi je prends le risque d'en parler aujourd'hui. Pour la faire courte, je trouve que l'inscription de ce projet de loi constitutionnelle, c'est vraiment de la branlette intellectuelle. Ça ne sert à quelque chose que dans les textes et que dans l'imaginaire des gens, il n'y aura rien qui est changé. Il faut surtout changer l'imaginaire des gens sur l'IVG. Je trouve qu'effectivement, inscrire quelque chose ou ne pas l'inscrire dans un texte de loi, on a franchement rien à foutre. Attention, je ne remets pas du tout en question le principe d'avortement. Évidemment que c'est très important que les femmes puissent avorter. Moi, je préfère 100 fois que les femmes avortent dans de bonnes conditions, c'est-à-dire à l'hôpital, avec des personnes qui ont été formées, avec du matériel stérilisé ou au moins propre, c'est-à-dire du coup sans trop de risques. Attention, il y a quand même d'autres syndromes qui sont post-avortifs, mais je préfère 1000 fois ça que des avortements clandestins. Je ne sais pas exactement comment ça se fait dans le cadre clandestin, mais j'ai déjà entendu parler de cintres, des techniques avec un cintre. Bref, c'est une évidence. Je choisirai toujours le bien-être des femmes. Ne me faites quand même pas dire ce que je n'ai pas dit, mais quand même, en tant que professionnel de santé, je voudrais toutefois vous avertir
sur un sujet qu'on ne montre jamais du doigt et qui est pourtant primordial, je pense, dans cette discussion. En quelques mots, ne jouez pas avec votre corps. Ne jouez pas avec la sexualité, ce n'est absolument pas un jeu, et j'aimerais tout simplement que les gens aient davantage conscience de ce qu'ils font et qu'ils réfléchissent un peu plus aux conséquences de leurs actes quand ils font l'amour, parce que c'est trop facile de prendre tous les risques et de n'en avoir jamais les conséquences. Prendre tous les risques, c'est-à-dire faire du coup un acte sexuel sans protection, c'est-à-dire sans préservatif. Je rappelle que le préservatif, c'est quand même la meilleure solution qui élimine tous les risques de transmission de maladies et le risque évidemment de grossesse. Enfin, je dis tous les risques, mais forcément, c'est sûr, à 99,99, donc il y aura toujours un risque dans toutes les contraceptions, mais le préservatif a quand même l'avantage de pouvoir éliminer à la fois la grossesse et les maladies. Ce qui n'est évidemment pas le cas d'autres traitements, comme par exemple les dispositifs intra-utérins, qui n'élimineront pas les maladies sexuellement transmissibles, la pilule contraceptive, etc. Vous m'avez compris, je vous enjoins absolument à faire très attention. La sexualité n'est pas un jeu. Il y a des maladies sexuellement transmissibles qui sont irréversibles, je pense que vous le savez. Et aussi, le fait d'avoir une grossesse n'est pas du tout anodin. Alors je voudrais que, tout simplement, avec mon discours aujourd'hui, que vous vous responsabilisiez vis-à-vis du coup de votre sexualité. Bien sûr, quand je dis que c'est trop facile de prendre tous les risques sans jamais avoir les conséquences de ces actes, je ne parle que de relations consenties. Je conçois tout à fait que quand il y a des relations sexuelles non consenties et qui aboutissent à une fécondation, j'imagine tout à fait qu'on souhaite revenir en arrière et avoir faire recours du coup à l'IVG. C'est tout à fait normal. Mais pour les autres, par exemple, prenons l'exemple d'un couple de deux adolescents de 15 ans, voilà, qui sont au lycée et qui, sur un coup de tête, font l'amour comme ça, voilà, sans protection évidemment parce que c'est plus rigolo. Et du coup, ah bah merde, et voilà, elle tombe enceinte. Ah là là, et du coup comment on fait? Comment on fait? C'est maintenant le moment de réfléchir? Eh ben, je suis désolé, mais c'est mal foutu et je voudrais responsabiliser les gens et que les gens réfléchissent a priori plutôt qu'à posteriori. Parce que c'est trop facile de réfléchir a posteriori. Quand la fille tombe enceinte, mince, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben non, désolé, c'était avant qu'il fallait réfléchir, mes copains. Les préservatifs, c'est gratuit parfois. Ça peut être prescrit, c'est remboursé. Il y en a plein qui sont donnés à différentes occasions. Comment ça se fait que vous n'avez pas pensé à mettre un préservatif? C'est une catastrophe. Parce que je voudrais quand même vous rappeler qu'un embryon, à la première semaine, ça se voit à l'œil nu. Quelques jours après, au 21e précisément, il y a le cœur de l'embryon qui bat, du fœtus qui bat. Et ensuite, il a des membres, il a un cerveau, il a une sensibilité. Rendez-vous compte que faire recours à l'IVG, ce n'est pas du tout anodin. Et c'est sans parler de l'avortement en lui-même. Je ne sais pas si vous connaissez exactement ce que c'est un IVG, mais ça peut vous laisser des séquelles physiques et psychologiques. Je vous laisserai chercher de votre côté, mais le fœtus, par les méthodes d'aspiration, il est démembré. Il est démembré. Ou alors il est cureté, ce qu'on appelle les méthodes de curetage. C'est un peu comme vous feriez dans votre pot de yaourt avec votre cuillère. Ou il est carrément empoisonné au potassium chlorhydrate. Sans compter aussi que le fait que la méthode de curetage soit faite régulièrement sous anesthésie générale. Une anesthésie, ce n'est absolument pas anodin non plus. Et puis, je sais pas, psychologiquement, tu t'endors en étant enceinte et tu te réveilles sans être enceinte. Psychologiquement, ça doit être assez compliqué pour la femme et je trouve que ça enlève un petit peu trop de responsabilité. Mais alors là, attention, je vous mets en garde parce qu'on dirait
On pourrait croire que je m'adresse uniquement aux femmes, mais absolument pas. Je mets à la fois les hommes et les femmes à la barre du tribunal. Vous devez les uns et les autres vous responsabiliser sur votre sexualité qui n'est, je vous le répète, pas du tout un jeu. Je veux tout simplement que vous vous rendiez compte du risque que vous prenez quand vous couchez ensemble sans protection. L'avortement, c'est quelque chose d'extrêmement violent et je trouve qu'il y a tout simplement un manque d'information à ce niveau-là. C'est tout ce que je veux dire. Je voudrais bien que mon discours d'aujourd'hui soit bien compris et qu'il ne soit absolument pas défiguré et transformé. Écoutez bien ce que je dis, je ne remets absolument pas en question l'avortement, la liberté des femmes d'avorter est quelque chose qui est très importante. Je trouve tout simplement qu'il n'y a pas un grand intérêt à l'inscrire dans la Constitution, puisque ça ne changera rien à la mentalité des gens. Je veux tout simplement que les gens soient responsabilisés et responsables de leur sexualité, qui n'est absolument pas un jeu. Et je voudrais aussi qu'on informe davantage les personnes qui ont recours à l'avortement, des risques qu'ils encourent, parce que je crois qu'il y a une mésinformation énorme à ce sujet-là. C'est tout ce que je dis. Moi, ce que je veux, c'est de la responsabilisation. C'est tout. Alors, je reprends le cours de mon article. Je me base sur un article de 20minutes.fr qui nous annonce qu'en France, 33% des femmes ont au moins une fois dans leur vie recours à l'avortement. 9,5% d'entre elles 2 fois, et 4% d'entre elles au moins 3 fois. Et on fait comme si c'était normal. Est-ce que c'est normal ? Je suis désolé, mais je crois que la population manque cruellement d'éducation sexuelle, de responsabilisation sexuelle. Et on fait comme si l'inscription de l'IVG dans la Constitution était une victoire, alors que je suis désolé, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la responsabilisation des géants, l'éducation sexuelle, plutôt qu'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Bon, effectivement, ça peut être une bonne chose, mais ça ne changera rien à la mentalité des gens qui continueront, évidemment, à avorter. Alors que, forcément, je crois que ce n'est pas les inscriptions qui manquent, c'est surtout l'éducation et la responsabilisation, j'insiste énormément, mais soyez responsables, ce n'est pas un jeu, mettez un préservatif, c'est le meilleur moyen de se protéger. Je ne comprends pas pourquoi c'est pas fait davantage. Voilà, excusez-moi pour ce petit discours moralisateur, mais c'est un sujet qui me tient à cœur et je voulais absolument passer un message dans ce podcast à l'occasion de cette news qui est apparue la semaine dernière du coup, mais c'était important pour moi. On passe tout de suite à la rubrique numéro 4, à la rubrique confraternité. Vous savez, c'est la rubrique dans laquelle je demande l'avis de mes confrères sur un sujet d'actualité. Le sondage de la semaine, ça rejoint la news précédente sur l'interruption volontaire de grossesse. Et ma question est, pensez-vous qu'il y ait un manque d'éducation sexuelle dans un but de responsabilisation vis-à-vis de la fertilité ? Donc je vous ai développé mon point de vue juste avant. Je vous demande, est-ce que vous pensez qu'il y a un manque à ce sujet ? Répondez oui ou non. Il y a un sondage sur Spotify qui sera indiqué. Et vous cochez oui, non, et j'ajouterai peut-être une case neutre. Et puis, si vous voulez développer, n'hésitez pas, rendez-vous sur mon compte Instagram première.consultation où vous pourrez développer votre argumentaire en me disant pourquoi vous avez trouvé que mon point de vue était correct ou pourquoi vous trouvez qu'il est incorrect, voire problématique. En vrai, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, absolument en opposition avec mon point de vue, n'hésitez pas à me faire part de votre avis, c'est tout à fait encourageant pour moi et je ferai part de votre commentaire au prochain podcast. Croyez-moi que je ferai part de tous vos commentaires. Je vous fais un petit retour sur le sondage de la semaine précédente. Le sondage de l'épisode numéro 3, c'était au sujet des grands groupes Amazon, La Poste, Leclerc qui rentrent petit à petit dans le domaine de la santé. Et je vous demandais, est-ce que vous pensez que c'est dangereux pour le métier de pharmacien ? Est-ce qu'à l'avenir, le métier de pharmacien a du souci à se faire parce qu'il va perdre de plus en plus sa profession au profit de ces grands groupes ?
Alors à la fois sur Spotify et sur Instagram, j'ai posté 2 fois le sondage et il y a plus de 60% des gens qui pensent que non, c'est impossible et ils pensent que le métier de pharmacien restera ce qu'il est et que les grands groupes ne pourront rien contre nous. Oui, du coup les gens pensent majoritairement que c'est impossible alors que moi je pensais plutôt l'inverse. J'ai un avis malheureusement plutôt pessimiste sur la situation où je pense que Amazon un jour ou l'autre, débarquera en France avec une offre en pharmacie et qu'il y aura des pharmaciens chez Amazon pour délivrer les ordonnances du coup. Mais bon, là, visiblement, mon audience a un avis contraire au mien et ils m'ont fait part de leurs commentaires sur Instagram que je vais vous lire tout de suite. Donc un avis contre qui me dit que les choses peuvent encore changer mais que les patients apprécient vraiment les conseils qui sont donnés par le pharmacien. Donc oui, effectivement, si Amazon débarque avec un service de santé où on peut délivrer des médicaments en France, effectivement, il y aura... les gens retrouveront le conseil direct du pharmacien que à la pharmacie. Donc effectivement, notre profession peut être sauvée dans ce sens où ils retrouveront pas le même service chez Amazon et qu'ils seront chez nous, donc ils préféreront très certainement venir chez nous. C'est madame Camille qui me fait le plaisir de me donner cet avis-là. Merci beaucoup pour ta participation. Il y a un autre avis qui cette fois-ci indique plutôt que c'est inévitable que Amazon, Leclerc, etc. nous remplaceront un jour ou l'autre en disant que les gens commandent de plus en plus en ligne, donc ça me semble inévitable. Mademoiselle Elodie qui me fait plaisir de son message, merci beaucoup. Oui, moi c'est plus l'avis que je partage du coup. J'ai un avis plutôt pessimiste comme je disais tout à l'heure où les gens ont de plus en plus de la flemme d'aller faire leurs courses, ils commandent leurs courses en drive, ils font des Uber Eats au lieu d'aller au restaurant et je pense que ce sera un jour ou l'autre la même problématique pour la pharmacie. Ils commanderont leur médicament qui arrivera directement en click and collect dans un locker. Donc pour moi ça me paraît inévitable, mais bon je me demande que de voir la suite pour en savoir plus. Je suis vraiment très curieux et j'espère que notre profession ne disparaîtra pas ou alors qu'elle sera transformée avec de nouvelles missions, de nouveaux objectifs et voilà. Écoutez, n'hésitez pas à participer au nouveau sondage concernant l'éducation sexuelle. Je serais vraiment très 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 curieux, vous l'avez compris, c'est un sujet qui est important pour moi. Je serais très curieux d'avoir votre avis. N'hésitez pas à participer à la fois sur Spotify et directement sur le compte Instagram. Ça va être super intéressant et comme à chaque fois, je vous ferai un retour au prochain podcast. On passe tout de suite à la rubrique numéro 5, c'est la rubrique du diagnostic et on va revenir du coup sur la news que je vous ai annoncée sur Sanofi puisqu'aujourd'hui on va parler du laboratoire Sanofi, je vais vous raconter comment il a été créé. Sanofi, c'est vraiment le laboratoire pharmaceutique par excellence, tout le monde connaît Sanofi, mais j'ai l'impression que personne ne connaît l'histoire du groupe Sanofi. Et c'est justement l'intérêt de mon podcast. Non mais c'est bien fait la vie quand même. L'histoire commence en 1973 avec le groupe ELF, ELF, que vous connaissez certainement parce qu'ils font pas mal de choses, par exemple de l'huile de moteur, je sais qu'ils font de l'huile de moteur. Et donc en 1973, ce groupe a voulu se diversifier dans le milieu de la santé. Donc ils ont créé une petite structure de 10 personnes, ouais, aujourd'hui on appellerait ça une start-up. Donc voilà, cette start-up est créée avec 10 personnes qui s'occupaient de lancer ELF dans la santé. Et cette structure a pris le nom Omnium Financier Aquitaine pour l'hygiène et la santé. Pas très fort en marketing parce que c'est extrêmement chiant à dire. Donc vu que c'est chiant à dire, ils ont pris juste les initiales, le SAN de santé, le O de Omnium et le FI de financier. Et c'est passé de Omnium Financier Aquitaine pour l'hygiène et la santé à Sanofi. Effectivement, c'est beaucoup plus facile à dire. Donc Sanofi, il y avait déjà beaucoup d'argent. Vu que c'était financé par ELF, déjà à la base, c'était une start-up, mais c'était la start-up millionnaire, si tu veux. C'était déjà beaucoup d'argent. Et donc, ils vont grossir, tout simplement en rachetant des parts dans les différents groupes et laboratoires du moment.
Par exemple, les laboratoires Choet, les laboratoires Michel Robillard, la société Seva, leur groupe Parcor. Donc, ils deviennent de plus en plus gros, ils acquièrent différentes spécialités de médicaments, voilà, en devenant petit à petit majoritaires dans des groupes comme ça. Et ils le font si bien qu'en 1980, ils sont déjà 120 sociétés, 15 000 salariés, et il y a déjà plusieurs filiales à l'étranger. Donc c'est déjà, franchement, une société gigantesque. 7 ans après, rendez-vous compte qu'en 1973, c'était une start-up de 10 personnes. En 1980, 7 ans après, il y avait 15 000 salariés. Et donc, je ne sais pas si vous le saviez, mais à cette époque-là, Sanofi, ils ne faisaient pas que de la santé. Ils étaient aussi présents dans des secteurs comme la mode, la parfumerie, la joaillerie, comme par exemple avec des groupes comme Roger Gallet, Yves Rocher, Van Cleef Arpels, Yves Saint Laurent, voilà, des trucs dont on ne soupçonnerait pas Sanofi dans ces milieux-là, mais si, vraiment, ils ont encore certaines actions dans certaines sociétés comme L'Oréal, je crois, où ils sont actionnaires à 9%. Donc voilà, Sanofi, ils sont dans plein de secteurs qu'on ne soupçonne pas nécessairement en fait. Sauf que ces activités, ils vont un peu les laisser de côté, les activités en parfumerie, en mode, etc. En 1999, ils vont un peu les laisser de côté pour se concentrer sur la pharmacie, le secteur de la pharmacie, avec la fusion d'un autre gros groupe qui s'appelle Syntelabo. Et donc Sanofi a changé de groupe et c'est du coup appelé Sanofi Syntelabo. Et oui, parce que Syntelabo, ils ont un peu fait la meuf chiante, hein, ils ont voulu garder leur nom pendant le mariage. Voilà, donc c'est pour ça que ça s'appelle Sanofi Syntelabo. Et en 2004, c'est vraiment l'explosion. Sanofi Syntelabo devient le 3e plus grand laboratoire du monde. Donc c'est quoi? C'est 30 ans après leur création, avec la fusion avec Aventis. Il y a 2 gros groupes qui fusionnent à nouveau, et donc c'est comme ça que Sanofi devient gigantesque. Donc voilà, vous l'avez compris, Sanofi c'est surtout une histoire d'achat-revente qui grossit. C'est comme ça qu'ils sont devenus gigantesques, et c'est comme ça que vous les connaissez aujourd'hui. Alors, interrogez-vous, comment est-ce que vous connaissez Sanofi? Pour quel médicament? Pour le Doliprane? Eh bien, saviez-vous que le Doliprane date de 1964? Donc c'est avant Sanofi. Ce n'est même pas un médicament de Sanofi, ils l'ont acquéri par la suite. Mais à la base, c'est même pas eux qui l'ont créé, à vrai dire. Voilà, c'est vraiment la preuve que Sanofi, c'est juste une histoire de business en quelque sorte. C'est de l'achat-revente, des fusions avec des grands groupes, c'est comme ça qu'ils sont devenus énormes. Mais c'est pas plus mal, à vrai dire. C'est-à-dire que, vu qu'ils avaient beaucoup d'argent, ça a permis de gigantesques innovations à travers les investissements qu'ils pouvaient faire. Donc ça a permis de faire fusionner les groupes et de pouvoir, oui, en quelque sorte, fusionner les talents, les sites de production, etc. Donc c'est pas plus mal qu'il y ait des industriels qui prennent des choix de business comme ça, de fusion. Et donc c'est des bonnes idées aussi parfois. Donc Sanofi, aujourd'hui, ils sont présents surtout dans 5 domaines principaux, à savoir le diabète, les maladies rares, l'oncologie, les maladies cardiovasculaires et les vaccins. J'allais dire qu'ils sont leaders des médicaments sans ordonnance comme Doliprane, Lysopaïne, Maalox, Magnébetis, Mitosil. Mais comme je vous l'ai annoncé un petit peu plus tôt, ils veulent malheureusement se séparer de cette activité pour se consacrer davantage à la recherche et développement dans des médicaments innovants sur du coup les différents domaines que j'ai cités précédemment. Donc malheureusement, cette activité-là de santé grand public, ils ne l'auront plus. Mais malgré tout, du coup, Sanofi, vous le savez, en 2018, c'était le 3e plus grand chiffre d'affaires des industries pharmaceutiques du monde, à savoir 34,5 milliards d'euros. Donc si Sanofi était un pays, pour vous donner un ordre d'idée, il serait aussi riche que la Lettonie. Sanofi vaut autant d'argent que la Lettonie. C'est un fait. Voilà, ce n'est pas discutable, c'est factuel. Voilà, c'était un petit overview, une petite présentation, pardon, je déteste les gens qui font les anglicismes, donc je ne vais pas en faire. Une petite présentation de la société Sanofi, que finalement on connaît assez mal. Je profitais de l'occasion qu'il y ait une news à leur sujet pour leur faire cette présentation. Et j'espère en tout cas que ça vous a plu.
N'hésitez pas d'ailleurs à me donner des sujets que vous aimeriez qu'on traite dans cette rubrique de diagnostic. Parfois, je manque un petit peu d'idées. On peut diagnostiquer des maladies, on peut parler d'un laboratoire comme je le fais aujourd'hui, ou alors d'une figure historique. N'hésitez pas à me proposer des sujets, ou alors des news pour la rubrique numéro 3, où je traiterai des sujets d'actualité. C'est vraiment très important pour moi qu'il y ait cet aspect coopératif et solidaire entre nous pour que le podcast puisse fonctionner au mieux. N'hésitez pas à me faire part de vos différentes idées. Et maintenant, on va passer du coup à la rubrique numéro 6, la rubrique prophylaxie, dans laquelle je vous fais part de mes conseils santé. C'est parti. On est le 3 novembre au moment où j'enregistre, et du coup on est en novembre. Qu'est-ce qui se passe au mois de novembre ? Oui, c'est le Movember, mais c'est pas ça dont je veux parler aujourd'hui, c'est surtout le mois sans tabac. Je voudrais vous parler aujourd'hui des addictions, et plus particulièrement de l'addiction au tabac, à la nicotine, à l'occasion de ce mois sans tabac pour le mois de novembre. Alors qu'est-ce que c'est que le mois sans tabac ? Ça a été lancé en 2016 par le ministère de la Santé, et ça permet d'encourager les fumeurs à arrêter de fumer, tout simplement, sur la totalité du mois de novembre. Donc en fait, c'est pas juste une demande en mode arrêtez de fumer. C'est surtout, il y a toute une organisation pour soutenir les fumeurs. On met des ressources à leur disposition pour leur permettre d'arrêter de fumer, comme des applications sur le téléphone, des groupes de soutien, des lignes téléphoniques spécialisées là-dedans, des kits d'information, bref, plein de choses. Moi, je ne peux que vous encourager à arrêter, et au moins faites l'effort sur ce mois sans tabac, de fumer tout simplement un petit peu moins, enlever une cigarette, puis deux, puis trois, puis au bout d'un moment, essayez d'arrêter complètement. Il n'y a que des désavantages à fumer. Rendez-vous compte. Je m'excuse par avance du discours moralisateur que je vais tenir. Je sais que les fumeurs ont horreur de ce genre de discours, mais vous le savez vous-même que c'est mauvais pour votre santé. Je ne comprends pas tout simplement pourquoi vous continuez à vous empoisonner. Rendez-vous compte que vous vous empoisonnez, c'est vraiment le mot, le terme, vous vous empoisonnez la vie. Vous le savez que ça va conduire à des maladies graves pour votre santé. Vous le savez que votre espérance de vie va être réduite. Je ne sais pas pourquoi vous continuez en sachant tout ça. Quel est l'intérêt que vous trouvez à fumer ? Permettez-moi de remettre en question le côté classe que ça vous apporte. Vraiment, je ne trouve pas. Je trouve ça vraiment plutôt crade, à vrai dire. Écoutez, allez, je vous fais un petit listing des désavantages et j'espère que ça vous permettra de remettre au moins en question votre addiction et que vous prendrez 5 minutes pour réfléchir à ça, à votre capacité d'arrêter de fumer. C'est vraiment primordial pour votre santé et pour votre vie, tout simplement. Vous le savez, fumer, ça peut provoquer des maladies graves. Ce n'est pas automatique, mais c'est en tout cas un énorme facteur favorisant pour les cancers, pour les maladies cardiaques, pulmonaires, pour les accidents vasculaires cérébraux. C'est donc des AVC, hein, là c'est l'abréviation. C'est absolument dévastateur pour la santé et votre qualité de vie. Et à cause de ces maladies, malheureusement, l'espérance de vie va être réduite, la qualité de vie qui va être réduite, à la fois la toux, les essoufflements, la perte de l'odorat, du goût, les dents jaunes, votre haleine. Bref, c'est une catastrophe, hein, excusez-moi de vous le dire. Et au-delà des aspects santé, il y a aussi le coût financier. Sachez que 3 cigarettes par jour, c'est 500 € de perdus par an. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui fument uniquement 3 cigarettes par jour. Si vous en fumez 6, c'est donc proportionnellement 1000 €. Et au-delà, c'est du coup 10 cigarettes, ça doit être aux alentours de 1500 € par an. Ça fait plus d'un salaire pour certaines personnes qui sont au SMIC. C'est franchement considérable. Je vous encourage coûte que coûte à remettre en question votre addiction à la nicotine. C'est primordial à la fois pour votre portefeuille, pour votre santé, pour vos proches, pour votre vie tout simplement. Si vous souhaitez vivre, eh bien, remettez votre addiction en question. Et au-delà de ça, l'addiction, prenez 5 minutes pour y réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire être addict à quelque chose ? C'est tout simplement ne pas pouvoir se passer de quelque chose. Et c'est franchement dramatique. C'est qu'il y a des gens qui se sentent mal quand ils ne fument pas. Et je trouve que la dépendance à ce point à une substance, eh bien,
c'est déresponsabilisant, c'est que la molécule a pris le dessus sur votre vie. Et je vous engage à reprendre le contrôle de votre vie, à ce qu'une molécule ne soit pas supérieure dans votre psyché à votre, tout simplement à vos capacités de décision. Vous êtes décisionnaire de votre vie. Si vous avez envie de fumer, vous fumez. Il ne faut pas qu'une substance décide à votre place de si vous avez envie de fumer ou non. Il faut que la cigarette reste une sorte de plaisir. Si on peut trouver du plaisir dans la cigarette, évidemment. Mais si c'est la substance qui commence à décider à votre place et qui vous dit ah bah là j'ai envie de fumer, donc là tu vas fumer, la substance en l'occurrence a pris le contrôle de votre vie et prenez 5 minutes pour y réfléchir, mais je trouve ça un petit peu dommage et dramatique. Je vous engage vraiment à être beaucoup plus responsable de votre vie et à être décisionnaire vous-même de votre vie. Moi je trouve que dans la cigarette il y a une sorte de dépendance. Je trouve que vous voyez l'image des bébés avec leur tétine, si on leur enlève la tétine, ils crient. Et bien je trouve que le fait de fumer, ça rappelle un petit peu ce mouvement de la tétine. Et du coup, je trouve ça, c'est une perte de contrôle de sa vie, tout simplement. Donc je vous engage vraiment à arrêter de fumer, parce que c'est une perte de contrôle sur votre vie. Alors comment arrêter de fumer ? Il y a différentes techniques. Il y a le sevrage par la nicotine que vous connaissez certainement, que vous pouvez trouver en pharmacie et qui sont remboursés par l'assurance maladie quand ils sont prescrits. Et parfois, il n'y a même pas de reste à charge grâce à certaines mutuelles qui remboursent complètement ce genre de sevrage, à savoir des patchs à la nicotine, des gommes à mâcher, des pastilles, des inhalateurs, des vaporisateurs. Il y a plein de formes. Vous en trouverez forcément une qui vous permettra, du coup, de ne pas fumer et plutôt que de fumer, de prendre un patch, une gomme, etc. C'est vraiment le plus facile, je pense, pour diminuer son addiction petit à petit. À côté de ça, il y a des médicaments comme la varénicline et le bupropion, mais faites très attention. Il y a des gros effets indésirables sur ce genre de médicaments. Il faut absolument que vous les preniez avec une consultation chez le médecin et que vous ne vous fournissiez pas sur un marché quelconque. Vraiment, consultez un médecin pour savoir si ce traitement est adapté pour vous. Et au-delà de ça, il y a des thérapies comportementales, il y a des groupes de soutien, des applications mobiles, des coachings, de l'acupuncture, de l'hypnothérapie. Il n'y a pas de mauvaise solution, de mauvais sevrage pour arrêter de fumer, que vous passiez par l'acupuncture ou par des patchs à la nicotine. Peu importe, je veux tout simplement que vous arrêtiez, qu'importe la méthode, qu'importe la technique que vous employez, mais arrêter de fumer, c'est absolument primordial. Et moi, je voudrais vous énoncer ma technique personnelle, ma technique plus psychologique. En fait, moi, je fonctionne beaucoup à la philosophie et à la psychologie, et je vais vous orienter vers une technique que j'aime beaucoup, qui fonctionne énormément sur moi. Je vais vous demander de vous engager publiquement à arrêter. Moi, dans ma vie, j'ai un credo, j'ai une ligne de conduite, c'est la responsabilité. Je suis responsable de mes actes. Et là, c'est une méthode pour vous, responsabilité, une méthode de responsabilisation. Et en vous engageant publiquement, vous allez rendre public vos objectifs, vos engagements, et ça va augmenter votre motivation à les atteindre. Donc, c'est-à-dire que vous allez dire à vos amis, à vos collègues, à votre famille ou alors sur vos réseaux sociaux, je m'engage à arrêter de fumer, je me donne tel deadline, c'est-à-dire que par exemple là vous allez écrire un post sur votre compte Instagram, vous allez faire une story, vous allez vous filmer, vous allez mettre en story, bonjour, je m'engage à arrêter de fumer jusqu'au mois de novembre, ou alors je m'engage à arrêter de fumer définitivement à partir de telle date. Et là, je vous garantis que vu que vous aurez fait ça, vu que vous aurez pris des engagements publics envers une communauté ou envers vos amis, vos collègues, votre famille, eh bien vous allez avoir une responsabilité envers vous-même et envers les autres. Vous allez être motivé à atteindre cet objectif afin de ne pas décevoir, afin de ne pas vous décevoir et afin de ne pas décevoir les personnes qui sont au courant. Et au-delà de ça, ça peut aussi être une façon d'être soutenu socialement et ça va augmenter vos chances de réussite. C'est-à-dire que vu qu'ils seront au courant, vos amis, vos collègues, votre famille, eh bien ils vont essayer de vous demander des nouvelles.
Ah, t'as réussi ton challenge, allez, courage, il reste plus que 6 jours. Allez, courage, vas-y, tiens, bon. Non, non, tu fumes pas aujourd'hui, t'avais promis que t'arrêterais. Vous voyez, ils vont vous soutenir et ça va vous permettre d'arrêter définitivement d'arrêter de fumer. Voilà, c'est une technique que j'aime beaucoup, moi ça me motive énormément, et c'est d'ailleurs ce que j'avais fait au moment où j'avais fait ma vidéo sur les bonnes résolutions. Saviez, j'avais fait une vidéo où j'avais dit que je me remettais au sport, ou que j'arrêtais de me ronger les ongles, que XY. Eh bien, vu que je m'étais engagé publiquement sur YouTube devant des milliers de personnes, eh bien, j'étais obligé de réussir, puisque moi j'avais une vidéo à faire en plus. Donc si j'échouais, bah, c'était la honte en fait, c'était une catastrophe. Donc vraiment, essayez cette méthode. Je vous enjoins, dites à vos amis les plus proches, écoute, je veux arrêter de fumer, je veux que tu saches que tu me rappelles d'arrêter de fumer. Voilà, c'est évidemment faites ça avec des personnes bienveillantes. Gardez ça avec des personnes bienveillantes, des personnes qui vous motiveront plutôt qui vous plomberont en mode ah t'as pas réussi ton challenge, sale nul, etc. Il faut absolument que ça reste bienveillant et encadré par des personnes sympathiques, des personnes de votre cercle le plus proche. Vraiment, arrêtez de fumer, c'est très important et essayez cette méthode, elle marche. Je vous garantis qu'elle marche. Allez, je vais dire un chiffre au hasard, mais je pense que dans 70% des cas, vous allez être bien plus motivé si vous énoncez vos objectifs publiquement. Testez cette méthode et on passe à la rubrique numéro 7, la rubrique prescription. Vous le savez, c'est la rubrique où je vous mets au challenge de réussir un exploit. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va reprendre la rubrique numéro 6 parce que du coup, ça va être le fait de reprendre le contrôle de votre vie. Je vous enjoins à arrêter les toxiques et en particulier du coup le tabac. Prenez à énoncer vos objectifs publiquement et essayez d'arrêter le tabac jusqu'au prochain podcast. Arrêtez le tabac jusqu'au prochain podcast ou au moins diminuer la quantité de tabac que vous fumez tous les jours. C'est absolument primordial, vraiment. Rendez-vous compte de la déresponsabilisation que vous avez sur vos vies. Il y a une substance qui prend le contrôle de votre vie, c'est une catastrophe. Vraiment. Remettez tout ça en question, votre addiction, je vous en prie, je vous en conjure, c'est une catastrophe. Le tabac est vraiment une plaie pour votre organisme et je vous demande de reprendre ce contrôle. Arrêtez au maximum de fumer jusqu'au prochain podcast et j'attends vos retours sur mon compte Instagram où vous me donnerez vos difficultés, où vous me direz est-ce que ça a été facile, est-ce que la méthode de responsabilisation a fonctionné sur vous. Ouais, j'attends vraiment vos retours avec impatience. Ça va être vraiment très très intéressant. Et là, je vous fais un petit retour sur la prescription de la semaine précédente où je vous avais demandé de venir en aide à quelqu'un, que ce soit un SDF, une personne âgée, etc. Je vous demandais de venir en aide, de me dire quelles ont été vos plus belles expériences de dons pendant cette semaine. Et vous m'avez dit plusieurs expériences que je vais vous lister maintenant. Ça m'a fait vraiment très très plaisir que vous me fassiez vos retours. J'ai eu des très très belles expériences. Je vais vous en lister quelques-unes. Je vais malheureusement pas pouvoir les dire toutes. Mais déjà, il y a quelqu'un qui allait faire un don du sang. Donc vraiment bravo parce que là c'est quelque chose... Il n'y a rien de plus beau que de donner son sang, parce que là, vous pouvez être sûr que vous allez sauver une vie, en fait. Donc, bravo, c'est quelque chose que, personnellement, je n'ai jamais fait, parce que j'ai une phobie des aiguilles, je ne pille du sang par la même occasion, donc je ne peux tout simplement pas. Il faut tout simplement que je franchisse le cap. Pour tout vous dire, l'an passé, j'avais prévu une vidéo pour la journée mondiale du don du sang, ou quelque chose comme ça, avec l'EFS, et je n'y suis pas allé, je n'ai pas pu faire cette vidéo parce que tout simplement j'ai trop peur de donner mon sang. Vous voyez, je ne mens pas, hein. Il y avait une vidéo, il y avait des contacts avec l'établissement français du sang qui avait été réalisé, et tout simplement je ne pouvais pas. Mais il faut absolument que je franchisse le cap, je suis persuadé que ce n'est pas si pire et que je peux tout à fait franchir ce pas, mais c'est psychologiquement pour le moment, donc vous voyez... Écoutez-moi bien, je m'engage publiquement à donner mon sang. Voilà, je vais moi-même tester
cette méthode sur moi. Je m'engage publiquement à donner mon sang, je ne sais pas quand, mais je vais le faire. Deuxième retour que j'ai eu Bérénice qui me fait le plaisir de ce commentaire en me disant qu'elle rend visite presque quotidiennement à ses grands-parents qui sont plutôt âgés et qu'elle les aide à la fois pour faire les courses, pour faire toutes les charges de la vie du quotidien. Donc bravo à toi. Et le troisième retour que j'ai eu, c'est quelqu'un qui s'est lancé dans des cours de rattrapage solidaire. Voilà, il y a j'imagine, c'est des cours pour des enfants qui sont en difficulté scolaire et solidaires. J'imagine que c'est désintéressé et que c'est gratuit. Alors, bravo. Eh bien, merci beaucoup pour ces quelques retours. J'en ai lu quelques-uns. Je ne peux pas lire tout parce que j'ai sélectionné les plus jolis que je trouvais. Mais c'est vraiment très chouette. Bravo pour d'avoir participé à la rubrique prescription de la semaine dernière. J'attends vos retours sur l'arrêt du tabac. Vraiment, ça va pas être évident. Là, c'est prescription difficulté 5 sur 5, je pense. J'attends vos retours sur vos difficultés. Si, au contraire, vous avez trouvé ça plutôt simple, faites-moi vos retours, comme d'habitude, sur mon compte Instagram première.consultation. Et on passe tout de suite à la rubrique numéro 8, la rubrique FAQ. J'ai pas reçu beaucoup de questions cette fois-ci, mais écoutez, c'est pas grave, parce que le podcast est suffisamment long comme ça, donc ça tombe pile poil. Alors, la question, en l'occurrence, il n'y en a qu'une. Comment expliquer que beaucoup de pharmaciens en industrie se réorientent en officine ? Je pense que c'est avant tout la passion. Je pense que la pharmacie d'officine fait face à une pénurie de personnel, de pharmaciens en officine, et donc forcément le marché de l'offre et de la demande, quand il y a assez peu de pharmaciens d'officine, eh bien les salaires augmentent et donc la demande augmente proportionnellement. C'est la loi du marché, c'est tout à fait normal. Mais au-delà de ça, au-delà de l'aspect pécunier et intéressé, je pense que peut-être qu'il y a les nouvelles missions du pharmacien, à savoir la réalisation de tests de diagnostic pour les angines, la vaccination, les entretiens pharmaceutiques, etc. C'est quelque chose qui peut forcément créer des vocations. Je pense que le métier de pharmacien d'officine prend de plus en plus d'ampleur et que du coup c'est un peu normal que ça crée des vocations, qu'il y ait de plus en plus d'intérêt pour cette profession. Voilà, donc je pense que c'est deux choses l'une, à la fois l'intérêt financier et l'intérêt professionnel tout simplement. Donc, mais en tout cas, c'est très cool qu'il y ait des gens qui aillent de plus en plus vers cette profession. C'est tout du coup pour cette rubrique numéro 8, la FAQ, on passe à la conclusion. Je vous rappelle de mettre 5 étoiles au podcast, ça vous prend 5 secondes, mais pour moi c'est vraiment une aide énorme. Mettez 5 étoiles au podcast sur Spotify, abonnez-vous au compte première.consultation et répondez au sondage, envoyez-moi des news, taguez-moi en story, faites-moi de la pub, je sais pas, vraiment répondez à tout ça, c'est super important. Vous le savez, j'ai besoin de votre aide dans le podcast, c'est coopératif, j'ai besoin de vous. Allez sur Instagram et répondez à mes publications. Et enfin, je vous demande un petit peu d'aide sur Tipeee si mon podcast a pu vous intéresser, vous faire rigoler. Vous savez que ce podcast est libre de tout financement, contrairement à de nombreux podcasts ailleurs. Je vous demande un petit peu d'aide. Allez sur mon Tipeee et donnez-moi 1 euro. C'est pas grand-chose, 1 euro. Et j'ai absolument besoin de votre aide. Si tout le monde en faisait autant, ce serait grandiose et je serais à l'abri de tout besoin. Croyez-moi, envoyez-moi 1 euro sur Tipeee, ce serait vraiment génial. Merci à tous pour votre écoute et on se retrouve très prochainement dans un prochain podcast. C'était Anthony alias Douzerie pour Première Consultation. À bientôt les amis.